ont au sujet de l'existence de prétendues preuves des tentatives de corruption de certains religieux pour soutenir la candidature de Denis Kadima à la tête de la CENI, déclaré que ces preuves existent bel et bien. Elles seront données au bureau de l'Assemblée nationale. L'abbé Donatien Cholet dit être prêt à faire la prison à cause de l'acte qu'il a posé, c'est lui d'enregistrer toutes les discussions tenues à la plénière lors de leur passage au centre interdiocésain. Suivez. Il existe bel et bien de preuves de tentatives de corruption de certains chefs religieux pour soutenir la candidature de Denis Kadima. En tout cas, l'abbé Donatien Cholet l'a confirmé au cours de la conférence de presse conjointe ECC-SENCO ce jeudi 7 octobre 2021. En croire le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, toutes ces preuves seront données au bureau de l'Assemblée nationale. Des choses délicates, dit-il. L'abbé Donatien Cholet se déclare même être prêt à faire la prison à cause de l'acte qu'ils ont posé, celui d'enregistrer toutes les discussions lors d'une plénière tenue au centre interdiocésain à l'insu des 6 autres confessions religieuses. C'est une vérité qui va libérer tout un peuple, martèle-t-il. L'ECC et la SENCO qui précisent que leur engagement dans le processus électoral a pour objectif de contribuer à la consolidation de la démocratie par des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées, appelle le chef de l'État à jouer son rôle de garant du bon fonctionnement des institutions et de la cohésion afin d'assurer à la nation des élections crédibles, inclusives et apaisées en 2023. Entre-temps, en attendant, l'ECC et la SENCO suggèrent que le bureau sortant de la CENI, dirigé par Corneille Nangaa, puisse s'occuper de préparatifs techniques des élections, ceci afin d'éviter un quelconque retard dans les préparatifs des élections générales prévues en 2023. L'ECC et la SENCO appellent la population congolaise à exercer sa souveraineté en barrant légalement la route à toute tentative de prendre en otage le processus électoral par qui que ce soit. Les députés nationaux du Front commun pour les Congo, FCC, ont boycotté la séance plénière de ce jeudi 7 octobre 2021 à l'Assemblée nationale. Ils exigent que la question sur la taxe RAM soit épuisée avant que le bureau ne puisse programmer d'autres matières. Le FCC déclare initier une autre motion de défiance contre le ministre Kibassa Maliba de PT Antique. Reportage. L'ordre du jour de la plénière de ce jeudi 7 octobre 2021, très contesté par les députés du Front commun pour le Congo FCC. Le député Fidèle Likindu a soulevé une motion incidentielle pour rappeler les us et coutumes parlementaires qui voudrait, dit-il, que le bureau explique d'abord aux députés les raisons du report sine die de l'ordre du jour du mercredi 6 octobre 2021 avant d'en adopter un autre. Raison qui les a poussés à boycotter la séance plénière de ce jeudi, exige ainsi que la question sur la taxe RAM soit épuisée avant que le bureau de la Chambre basse du Parlement ne puisse programmer d'autres matières. Ainsi, dans leur déclaration lue par les députés Luquin Kassongo, le FCC annonce initier une autre motion de défiance contre le ministre Kibassa Maliba. Ce sont plus de 140. Donc c'est facile d'atteindre les 50 signatures. Nous vous disons, si pas demain, si pas ce soir, demain, avant 18h demain, la motion sera déposée. Le problème qui était initié par l'Union Sacrée, nous voyons que l'Union Sacrée est en train de bloquer les députés de l'Union Sacrée. Les députés du FCC vont s'assumer. Ils vont incessamment déposer une motion de défiance contre le membre du gouvernement. De toute attente, nous avons attendu plus de 5 jours. Et en fin de compte, c'est hier le 6 que la plénière devrait avoir lieu. À quelques heures de l'heure prévue pour cette rencontre, et nous avons reçu le message que la plénière était renvoyée à une date ultérieure. Aujourd'hui, on a convoqué une séance plénière et curieusement, on a changé l'objet du jour. Sans explication aucune. Et quand nous avons demandé, et notre collègue a pris la parole par motion incidentielle, pour demander qu'on puisse d'abord terminer la matière qui était déjà abordée
avant d'aborder la nouvelle matière. Et vous avez vous-même constaté, parce que vous étiez dans la salle, le premier vice-président, qui est le président des séances aujourd'hui, n'a même pas autorisé de... Dans le même registre, sachez que les députés nationaux ont déclaré recevable la proposition de loi sur les tribunaux des commerces. C'était au cours de la plénière de ce jeudi 7 octobre 2021 sous la conduite du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Akabound Edikabea. C'est sous la conduite du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Akabound que les députés nationaux ont siégé en plénière ce jeudi 7 octobre 2021. Outre l'adoption des procès-verbaux de plénière antérieure, il figurait en bonne place le débat général sur la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 002/2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce ainsi que l'adoption des recommandations du rapport de la Commission de défense et sécurité. En présentant l'économie de sa proposition de loi, le député Jean-Pierre Kayembe a précisé qu'il s'agit d'une proposition déjà votée et adoptée par la plénière au cours de la dernière législature, mais déclarée non conforme à la Constitution. D'autre part, a-t-il fait observer, cette loi qui est d'application depuis plus d'une décennie recèle de faiblesses, notamment sur les questions spécifiques de la célérité, du statut des juges consulaires et de la compétence, au point que différents commerciaux souffrent de l'élasticité de remise de longs délais de procédure. Sur le statut de juge consulaire, la loi n'a pas prévu des délais en dehors duquel le ministre ayant la justice dans ses attributions entérine leur élection. En outre, a-t-il poursuivi, les jetons des présentes prévus à l'article 10 ne reflètent pas la réalité au sens des organisations professionnelles d'où proviennent les juges consulaires. Eu égard à la procédure en matière de petits litiges, à la numérisation de la procédure et à la compétence, la loi demeure muette, notamment sur les référés et l'exécution des jugements rendus par les tribunaux de commerce. Voilà, a-t-il conclu, qui justifie les réformes, surtout après l'adhésion de la RDC au traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Parmi les intervenants, le député national Gary Sakata est revenu sur les critères de sélection ou de désignation de juges consulaires, lui qui conteste le fait que le grade académique soit l'unique critère de désignation du juge consulaire, a suggéré à la place que soit prise en compte aussi l'expérience dans le domaine du commerce. Pour sa part, Ditu Monizi, élu de la Tchangwa Kinshasa, a demandé que soit clarifié le rôle de magistrat et juge consulaire en cas de prise à partie avant de s'interroger si les commerçants doivent être considérés comme les seuls défenseurs devant le tribunal du commerce. La législation communautaire ou la législation OADA nous impose bon nombre de droits que nous ne savons pas aujourd'hui ici au Congo arriver à réaliser. C'est comme ça qu'il était de notre droit de proposer cette proposition de loi-là. D'abord, j'ai eu à corriger les insuffisances constatées dans la première proposition de loi qui a été déposée par mon collègue et rejetée par la Cour constitutionnelle. Parce que là, il parlait de la loi organique. Mais la loi créant les tribunaux de commerce, ce n'est pas une loi organique, c'est une loi ordinaire. En fin de compte, la proposition de loi a été déclarée recevable par la plénière et envoyée à la commission paritaire pour enrichissement. Et puis les caucus des députés nationaux de la province de l'Équateur s'insurgent contre la crise institutionnelle que traverse leur province. Dans une déclaration lue ce jeudi 7 octobre 2021, ces élus se réjouissent de mesures urgentes préconisées par les conseils de ministres du vendredi 1er octobre 2021 et félicitent le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'intérêt qu'il porte de cette province. Reportage. Le caucus de la province de l'Équateur a pris acte et se réjouit des mesures urgentes préconisées par le Conseil des ministres du vendredi 1er octobre 2021 afin de mettre fin à la situation critique qui prévaut dans la province de l'Équateur et on a félicité le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le Premier ministre, chef du gouvernement. Pour rappel, il s'agit notamment de charger le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur diligenter une enquête en vue de faire la lumière sur les événements du 1er octobre 2021 et d'en dégager des responsabilités,
de rappeler immédiatement tous les protagonistes engagés dans cette affaire, d'envisager des mesures exceptionnelles pour le retour rapide de la paix dans la province de l'Équateur. Deuxièmement, le caucus promet de tout faire pour la mise en œuvre sans faille des conclusions de cette mission gouvernementale ainsi que des décisions qui en découlent. Troisièmement, le caucus a cependant déploré la récurrence des crises institutionnelles dans la province de l'Équateur qu'il impute à l'irresponsabilité et l'incurie qui caractérisent les différentes autorités qui se succèdent à la tête de la province depuis des décennies. Cet état de choses condamne davantage la province de l'Équateur à l'inertie pendant que d'autres provinces caucus. Quatrièmement, le caucus a également fustigé le comportement de certains acteurs politiques de la province de l'Équateur bien identifiés, car agissant à découvert, habitués à se servir de l'agitation, de la manipulation, de la violence comme mode opératoire en politique. En conséquence, le caucus a pris l'engagement de le dénoncer aux autorités en vue de les mettre hors d'état de nuire et assurer la stabilité des institutions de la province. Dans un tout autre chapitre, les procès de l'activiste de droits de l'homme Chebea, retrouvé mort le 1er juin 2010, a repris ce jeudi 7 octobre à la haute cour militaire de la Gombe, à la grande satisfaction de l'avocat conseil de la famille Chebea, maître Peter Ngomo, qui explique la particularité de cette procédure judiciaire au micro d'Émile Mouyaya et Bob Zamba. Un droit qui ne se réclame pas se meurt, dit-on. Plusieurs années après, le procès de l'activiste des droits de l'homme Chebea, retrouvé mort le 1er juin 2010, a enfin repris ce mardi 5 octobre à la haute cour militaire de la Gombe. Motif de satisfaction pour l'avocat conseil de la famille Chebea, Peter Ngomo, qui explique la particularité de ce procès. Il vous souviendra que nous sommes en fait en appel après l'arrêt qui avait été rendu par la cour militaire en 2012. On était parti en appel et une fois en appel, la haute cour militaire avait disjoint les poursuites par rapport aux fugitifs qui n'étaient pas là. Et aujourd'hui, c'est fait que 11 ans après, on est tombé sur les deux de trois fugitifs, d'où le présent procès. Donc maintenant, là, on est en train de juger, je ne sais pas comment l'appeler à l'époque, c'était quand même le major Christian Kenga et Jacques Mugabo. Alors, à l'audience d'hier, puisqu'il y avait quand même une première audience, ils avaient comparu, mais ils n'étaient pas assistés. C'est ainsi que la haute cour avait saisi le barreau de Kinshasa Gombe pour qu'on puisse leur donner des conseils. Et hier, à l'audience d'hier, les deux avocats se sont présentés, mais le Christian Ngoy a refusé cet avocat, arguant que lui ne veut que ces avocats qui sont à Lubumbashi. Mais bon, qui devrait prendre en charge? Mais il dit que Jacques Mugabo a accepté l'avocat qu'on lui a donné. Donc, il y a eu contact entre lui et son avocat et la cause a été renvoyée à la 8e, c'est-à-dire le mercredi prochain pour le début de l'instruction. Ce sont des procès différents. Ce sont des procès différents. Ça, c'est en fait les dossiers qui sont en appel. Hein? Comme je l'ai dit, qu'on avait juste 10 juin. On avait séparé en fait. Comme il y avait les fugitifs n'étaient pas sur place à l'époque. C'est comme ça qu'on avait dit que les fugitifs, on met les dossiers de côté. Le jour où on mettait la main sur eux, on reviendra sur les dossiers. Donc voilà, c'est pourquoi nous sommes là. Les dossiers de John Numbi, c'est un autre dossier. Hein? Il y a John Numbi, il y a Djadija, il y a Doudou, les autres policiers qui avaient effectivement commis cet acte ce jour-là. Ça, c'est notre procès qui va commencer aussi bientôt. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde Sceaux, Rose Mutombo, a reçu ce jeudi 7 octobre dans son cabinet de travail l'ambassadeur de la Belgique accrédité en République démocratique du Congo, John Ndekoué, et la coordonnatrice de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite de personnes, Cécile Rebecca Meta Akasanda. Les détails dans ces reportages de Nancy Laetitia Ileka. La ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, a eu une journée très chargée ce jeudi 7 octobre. Elle a reçu en audience l'ambassadeur de la Belgique accrédité en RDC, John Ndekoué, puis la coordonnatrice de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, Cécile Rebecca Meta Akasanda.
Les échanges avec l'ambassadeur de la Belgique ont tourné sur la coopération judiciaire entre la RDC et la Belgique. Selon cet ambassadeur, des progrès en ce sens ont été notifiés. Je suis venu voir Madame la Ministre pour parler de la coopération judiciaire entre la Belgique et le Congo. Nous avons plusieurs projets en commun et alors il était important de pouvoir échanger et de voir, de noter les progrès qui ont été notifiés ou qui ont été faits ces derniers temps. Avec Cécile Rebecca Meta de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, il était question de transmettre à Rose Mutombo le message de son homologue du Maroc lié à la formation des magistrats de la RDC sur la traite des personnes. L'objectif de notre mission, c'était d'abord de lui transmettre le message de son homologue du Maroc qui nous avait reçus et avec lequel nous avions échangé en ce qui concerne la formation de magistrats de la RDC sur la traite des personnes d'abord et puis sur d'autres thématiques que son Excellence pourra juger utile. Visiblement, le secteur de la justice congolaise est en train de revêtir au fur et à mesure sa robe d'antan. D'un ministère à un autre, la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambaye, a procédé à l'évaluation du contrat de l'entreprise sino-congolaise de Mines, Sicomine, et le ministère de Mines. C'est dans cette optique qu'elle a reçu en audience les staffs dirigeants de cette société minière. Nancy Leka, encore une fois de plus pour ces reportages. Dans l'objectif de mettre l'entreprise sino-congolaise des mines, Sicomine, et le ministère des Mines en synergie, que la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye, a reçu la société sino-congolaise dans son cabinet de travail. La délégation de la société sino-congolaise, conduite par son DGA, Kanama Eli Chingulu, a effectué une visite de prise de contact avec la patronne des mines. Au menu de leur entrevue, l'évaluation des activités de l'entreprise sino-congolaise des mines depuis son implantation en RDC en 2008 jusqu'à ce jour. Le numéro 1 des mines en RDC a insisté sur l'établissement d'une collaboration directe et étroite entre l'entreprise Sicomine et le ministère. Le directeur général adjoint de la Sicomine confirme qu'il va mettre à la disposition du ministère des Mines tous les documents nécessaires à la bonne marche pour l'exécution du programme mine contre infrastructure. Selon le DGA de la Sicomine, ce contrat mine-infrastructure évolue bien. Concernant le volet minier, la première phase envisage la production de 250 000 tonnes de cuivre pour supporter le volet infrastructure en souffrance, a souligné le DGA. Le DGA a déclaré que la Sicomine n'est pas connu du public, raison pour laquelle il ne soutient pas ses actions sur terrain. La Sicomine appartient aussi bien aux Congolais qu'aux Chinois. De ce fait, ils ont besoin de l'accompagnement de tous les Congolais pour que le projet réussisse, car il est le soubassement d'un grand projet d'infrastructure pour l'ensemble du pays, a renchéri le DGA de la Sicomine. La patronne des mines, de son tour, a rassuré à cette délégation qu'elle sera toujours à l'écoute de l'entreprise pour un bel aboutissement. Satisfait de cette rencontre de prise de contact, le DGA de la Sicomine a remercié la ministre des Mines pour les conseils en tant que tutelle et a promis de les mettre en pratique. Signalant que la convention existe depuis 2008 et le travail sur terrain a débuté en 2015. C'est une jeune entreprise avec un état d'esprit de la jeunesse capable de grandes réalisations, a conclu le DGA. Réunion, c'est jeudi 7 octobre 2021 au Conseil de ministres de l'initiative de Grand Lac sur les sida, a participé par visioconférence le ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani. Rencontre virtuelle centrée essentiellement sur les mécanismes visant à lutter contre la circulation du VIH-Sida dans la région des Grands Lacs.
Les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani Panda, a participé ce jeudi 7 octobre 2021 à la réunion du Conseil de ministres de l'initiative de Grand Lac sur le sida GLIA par visioconférence. Cette rencontre virtuelle a été centrée essentiellement sur le mécanisme visant à lutter contre la circulation du VIH-Sida dans la région des Grands Lacs. Par ailleurs, les participants ont également réfléchi sur l'avenir de cette grande organisation sous-régionale. Dans son intervention, Dr Jean-Jacques Mbungani Panda, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la République démocratique du Congo, a insisté sur l'engagement de son pays à collaborer avec ces structures et les autres pays membres de l'organisation afin de lutter efficacement contre le VIH-Sida dans la région en général et la RDC en particulier. Il s'y est de souligner que les participants ont pris l'engagement de continuer avec cette initiative et de revitaliser par tous les moyens nécessaires. La prochaine réunion est donc prévue pour 2022. Rappelons que la GLA est constituée de 6 pays, à savoir le Rwanda, le Kenya, la RDC, l'Ouganda, la Tanzanie et le Burundi. Parlons à présent de la célébration ce jeudi 7 octobre 2021 de la journée mondiale pour le travail décent, une journée qui renforce l'appel à des emplois justes dans le but de surmonter la crise de l'informalité. Gisèle Etoko. La journée mondiale pour le travail décent 2021 appelle à privilégier des emplois justes dans le but de surmonter la crise de l'informalité. La journée des travail décent exhorte chaque gouvernement à mettre au point de programmes pour l'emploi, renouveler leur engagement pour le plein emploi, base de la sécurité économique et de la justice sociale. Les buts étant de formaliser la moitié des emplois informels en créer seul moyen d'atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. En cette journée consacrée à l'emploi décent, il s'avère important de réfléchir sur de millions d'emplois disparus à travers le monde et en République démocratique du Congo à cause de la pandémie de coronavirus. D'autres sont encore en danger et de nombreuses personnes sont sans emploi, dont une grande majorité de femmes et hommes simplement sortis du marché du travail. Face à cette situation, le gouvernement devra réfléchir sur la création et préserver les emplois existants, car le marché du travail est en panne. Le travail est encore plus précaire qu'avant le début de la pandémie. Il s'avère donc important de changer les règles pour protéger les personnes contre l'exploitation grandissante et l'insécurité généralisée. Les emplois sont absolument indispensables à la reprise et à la résilience nécessaire sur toute la planète pour lutter contre la pandémie et d'autres menaces essentielles. La journée mondiale pour le travail décent renforcera l'appel à des emplois justes dans le but de surmonter la crise de l'informalité. En religion, les coordonnateurs de la mission prophétique de la République démocratique du Congo, les prophètes René Mwini Badjoko, étaient face à la presse à la concession Enzo Lantima dans la commune de Kassavobu. Au cours de cette rencontre, l'homme de Dieu a annoncé la recommandation de Dieu au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est appelé à convoquer une conférence prophétique nationale pour la repentance, le pardon et la réconciliation nationale en République démocratique du Congo, nous dit Jean Romance à Mokolo dans ses reportages. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est appelé à convoquer par ordonnance présidentielle d'ici la fin de l'année une conférence prophétique nationale pour résorber la crise politique actuelle entretenue par la classe politique et les confessions religieuses. C'est la substance du message délivré devant la presse par le prophète René Mwini Badjoko, s'exprimant de la part de l'Éternel. La conférence que nous avons tenue aujourd'hui a comme objectif de vous annoncer que Dieu demande une réunion solennelle en République démocratique du Congo, c'est-à-dire une conférence prophétique nationale. Dieu a un plan pour le Congo et il veut mettre ces plans à la disposition du peuple congolais pour que le peuple congolais puisse en sortir de cette crise. Donc il n'a plus besoin de tout ce que nous sommes en train de faire. Depuis longtemps, il avait dit ça et il n'est pas d'accord
avec tout ce que l'Union Sacrée fait, tout ce que la MOUCA fait, tout ce que FCC fait, ou cache ou tout l'ensemble, ou tout ce que les confessions religieuses sont en train de faire. Il n'est pas d'accord avec ça avec elle. Il faut qu'on s'arrête, il faut arrêter ces désordres dans le pays et il faut une réunion nationale. Cette réunion, ce n'est pas que les policiers vont venir exposer leurs projets. Dieu a un programme, les gens doivent écouter Dieu. Ils doivent se mettre là pour écouter Dieu. Si le président de la République n'appelle pas cette conférence, ne convoque pas cette conférence, là, donc il dit qu'il ne voit pas quelle utilité le président de la République actuelle peut commencer à les servir. Ni l'Union Sacrée, ni la MOUCA, ni autre chose, ni les confessions religieuses. S'il ne convoque pas cette conférence, en tout cas, Dieu s'en chargera pour passer à une transition. Et cette transition, ça sera ni avec les confessions religieuses actuelles, ni avec la MOUCA, ni avec l'Union Sacrée, ni avec FCC, ni avec tout le monde. Et Dieu prendra des hommes et des femmes, des Congolais, et certains hommes de Dieu qui sont restés fidèles à Dieu, certaines organisations, personnalités de la société civile, ou des personnalités politiques, ou des autres, pour reconstruire cette transition afin qu'ils puissent traverser le Congo de l'autre côté. Mais pour le moment, il n'est pas d'accord que les pays puissent continuer dans cette allure. Il dit qu'on arrête, il faut pas une conférence. Il n'est pas d'accord qu'avec ce programme, vous pouvez traverser avec ça en 2023. Il n'est pas d'accord. Donc il faut qu'on s'arrête. En sport éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards de la République démocratique du Congo ont battu ce jeudi 7 octobre 2021 l'équipe de Madagascar sur les scores de 2-0, but de Shadrack Akolo et de Dié Merci Mbokani. C'était au stade de Martyrs de la Pentecôte, un match comptant pour la 3e journée des éliminatoires. Reportage. Les Léopards de la République démocratique du Congo viennent d'obtenir leur toute première victoire face aux Baréas de Madagascar ce jeudi 7 octobre au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa à l'issue du match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la mondiale Qatar 2022. Les hommes du coach argentin Héctor Cooper ont su tenir le coup à domicile en sortant vainqueurs pour la toute première fois dans cette phase allée du groupe J malgré l'absence des supporters au stade de Martyrs vu que le match s'est joué à huis clos. La sélection congolaise a ouvert les scores dès la première mi-temps grâce au but de Shadrack Akolo à la 34e minute de jeu qui a permis à l'équipe de Dieu Merci Mbokani, le passeur, de partir au vestiaire en menant au score 1-0. À la deuxième période, les joueurs de la RDC ont pu maintenir la pression sur le Malgache qui vont commettre une faute sur le médiateur congolais Edo Kaembe dans le petit carré. Une opportunité pour Dieu Merci Mbokani d'inscrire le deuxième but de Léopard grâce à un penalty bien tiré à la 68e minute de la partie. Soulignons que le but de Dieu Merci Mbokani inscrit ce jeudi est son 20e marqué avec la sélection congolaise. En attendant le score final du match Tanzanie-Bénin, la République démocratique du Congo occupe